Imaginez un instant que vous puissiez créer des œuvres d'art dignes de Van Gogh ou de Beethoven, générer des études de marché aussi pertinentes que celles des meilleurs cabinets de conseil, publier une app sur l'App Store sans jamais avoir codé de votre vie, ou générer des vidéos dignes des studios Marvel, et tout ça simplement en discutant avec votre ordinateur. Cela pourrait être le scénario d'un film de science-fiction, mais c'est bel et bien pourtant déjà en partie la réalité. Nous vivons un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Les intelligences artificielles dites génératives s'immiscent partout et vont produire des impacts durables et massifs. Ces IA sont capables de créer des images, du texte, de la musique ou de la vidéo, et avec beaucoup de créativité, ce que l'on croyait être pourtant la chasse gardée à jamais de l'humain. Tandis que le grand public s'est emparé de ChatGPT ou de Midjourney, les géants de la tech se sont lancés eux dans une course folle, où l'on nous promet des modèles encore plus spectaculaires les uns que les autres, avec même une disruption totale du web tel qu'on l'a connu. Nvidia, la société qui fabrique les puissants processeurs nécessaires à ces technologies, annonce que dans 10 ans, nous devrions avoir des ChatGPT 1 million de fois plus puissants, ce qui ouvre la voie probable dans un horizon proche à l'intelligence artificielle générale. La tentation pour les entreprises serait de vouloir attendre, mais croyez-moi, c'est une course de vitesse qui se joue. Les premiers qui partiront en exploration auront un net avantage sur les autres. Car sur ces sujets, ne cherchez pas, il n'y a aucune formation CPF au catalogue pour accompagner vous et vos équipes. Mais surtout, ces IA interrogent et créent même la controverse. Si on pouvait comprendre qu'un ordinateur puisse battre les meilleurs joueurs d'échecs ou de Go, désormais on touche à quelque chose de plus radical, de plus fondamental. Les artistes ne sont pas les seuls concernés, puisque tout métier dit de la connaissance, des avocats aux journalistes en passant par les développeurs, sont dans le viseur, avec un savoir encyclopédique comme jamais aucun humain ne pourrait avoir. Est-ce que c'est la fin des études? Est-ce que l'on va confier nos cerveaux aux machines et devenir tous des flemmards? Est-ce réellement un bien pour l'humanité? Mais surtout, que faut-il faire dès à présent dans les entreprises? Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. On entend très souvent que ChatGPT ou Midjourney représentent le degré zéro de la création. Ces machines feraient des combinaisons statistiques pour produire des œuvres sans originalité ni créativité, car elles copient finalement massivement ce qu'elles ont trouvé sur internet. Alors on ne va pas le nier, ces IA sont clairement le fruit d'un pillage en règle des données sur internet, mais des données publiques. Sans cette accumulation de données consultables sur les 30 dernières années, nous n'aurions aucune chance de parvenir à un tel niveau de production par l'IA. Par exemple, les créateurs de Midjourney ont nourri leur modèle avec des centaines de millions d'images prises sur internet. Midjourney ne sait pas comment peint Picasso, et qui était cet artiste, mais on lui a montré suffisamment de tableaux de Picasso pour générer des nouvelles images avec le même style que Picasso. Il est tout à fait vrai que ce type d'IA, ce sont des gigantesques machines à produire des mèmes, des variations infinies sur des associations purement statistiques, saupoudrées de quelques paramètres aléatoires. Et bien en fait, elles font exactement comme nous, les humains. La création ne se produit pas de manière spontanée, c'est un mythe. Nous avons cette sensation de créer de nouvelles choses, mais en fait on combine des concepts, des idées et des choses qui existaient auparavant. Bien sûr, cela peut aboutir sur quelque chose de jamais vu, mais la création ne vient pas comme ça du néant. Prenons l'exemple d'Harry Potter. J.K. Rowling a puisé son inspiration dans les contes de fées, le folklore, mais elle était aussi une grande fan de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Le classique combat entre le bien et le mal, les dragons, les gobelins et les sorts qu'on retrouve dans son œuvre ne sont pas des inventions originales au sens premier du terme. Pourtant, Rowling a réussi à transporter des millions de lecteurs dans un univers que l'on qualifierait d'original. Et c'est pareil avec Tolkien, il s'était lui-même inspiré de la littérature médiévale et des légendes nordiques. Donc l'humain, c'est le plus grand copieur jamais vu sur cette terre. En effet, l'humanité est ce qu'elle est, car les humains ont cette capacité à accumuler du savoir par une transmission haute fidélité des informations. Et pour ça, nous avons développé des capacités d'imitation, bien avant celles du raisonnement. Notre cerveau dispose de neurones dites miroirs qui s'activent non seulement lorsque nous exécutons une action, mais également lorsque nous observons quelqu'un d'autre exécuter la même action. Ce mécanisme, il est visible dans les réactions d'un stade par exemple, qui va se lever d'un seul homme en cas de but, sans que l'on ait besoin de se synchroniser. Les neurones miroirs sont aussi à l'œuvre dans ce qu'on appelle l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, au point d'en ressentir les émotions ou d'arriver à changer de regard, de perspective ou de croyance. C'est une fonction d'imitation dans laquelle excellent les acteurs
acteurs. Donc l'humain copie pour apprendre, comme l'IA. Alors revenons à la créativité. Cela fait déjà quelques années que les ordinateurs se sont immiscés dans la création, ce n'est pas nouveau. Moi-même, je compose de la musique, et même si une IA sait le faire, et peut-être mieux que moi, pourquoi pas, je prendrai toujours du plaisir à faire de la musique. D'ailleurs, je les utilise comme fond sonore dans mes vidéos. Mais désormais, il va être complexe de deviner la provenance des œuvres. Est-ce qu'elles ont été produites par un humain ou une IA, voire les deux? Mais est-ce que cela change fondamentalement quelque chose sur la perception de l'œuvre? À titre personnel, je ne crois pas, parce qu'il n'est pas utile de connaître le créateur pour être touché et ressentir de l'émotion face à un tableau ou en écoutant un morceau de musique. L'humain a donc encore de la place, et c'est heureux, mais c'est une autre place. Il y a vraiment un point important que je voudrais vous faire comprendre. Cette révolution cognitive, cette révolution de l'IA, elle s'inscrit parfaitement dans l'évolution de l'humanité. Si vous baignez dans la technologie tous les jours, l'IA vous paraît peut-être logique et souhaitable, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Parfois on me demande, mais pourquoi les ingénieurs ou les chercheurs créent des trucs pareils? Eh bien, l'humain innove, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il en a le désir. Et le chemin de notre évolution, c'est une succession de libérations. Tout d'abord, avec la main, nous avons extériorisé des fonctions de notre corps, comme la mastication avec le silex, ou la digestion avec la maîtrise du feu. Puis la parole a libéré la mémoire, car ça nous a permis d'enseigner aux autres nos connaissances. Le langage nous permet même de nous affranchir du réel, et de manipuler des concepts, des idées et des choses abstraites. Avec la machine à vapeur, on s'est affranchi des efforts physiques, et nous continuons sur cette voie de la libération avec l'ordinateur. En effet, pourquoi la robotisation serait juste uniquement pour les cols bleus, c'est-à-dire les travaux manuels? Pourquoi le champ de la cognition ne serait pas aussi assisté ou carrément remplacé par des machines? Alors c'est vrai, cela peut effrayer, car certaines IA donnent des drôles de résultats. Dans les premiers jours du nouveau Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui intègre ChatGPT, l'agent conversationnel a déclaré son amour à une journaliste et a été particulièrement mal poli avec d'autres utilisateurs. Il est aussi facile de faire mentir ChatGPT et donc d'avoir l'illusion qu'il répond correctement. Si vous lui demandez d'argumenter ses sources ou de vous citer une phrase d'un auteur, sa réponse va sonner juste, mais elle pourrait bien ne pas être la bonne. Cela pose de réels problèmes d'éthique, c'est évident. Par exemple en science, l'argumentation doit toujours produire ses sources. Ce n'est donc pas la fin du raisonnement ou du discernement. Plus que jamais, la mission de l'école ne peut plus être celle de produire des perroquets de savoir, mais bien de développer la curiosité et l'esprit critique. Ce n'est pas la fin des études, mais c'est très certainement la fin de la pédagogie que l'on connaissait jusqu'ici. Et cela tombe bien, l'IA peut être un formidable atout pour les enseignants. Alors aussi, par définition, la machine n'a aucun code moral. Mais justement, des entreprises y travaillent. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Il faut donc imaginer non pas une IA seule et isolée, mais une architecture cognitive, où plusieurs IA vont être branchées sur un ensemble de règles, et sur des bases de connaissances qui pourraient être vues comme la mémoire à long terme, pour éviter ces fameuses sorties de route. Et pour tous ceux qui s'inquiètent d'un futur où Terminator dominerait les humains, nous avons une arme pour nous défendre. Il suffit simplement de couper le courant. Maintenant que la poussière est pour ainsi dire retombée avec ChatGPT, enfin pas tout à fait, mais qu'on arrive à en dépasser son côté magique, nous sommes pleinement entrés dans la première étape de l'ère de l'IA. Cette première étape est celle d'une nouvelle collaboration entre l'humain et la machine, où l'on va pouvoir lui confier tout un tas de tâches cognitives. On se concentre beaucoup sur le résultat de l'IA, mais le plus impressionnant reste qu'elle arrive à comprendre ce qu'on veut d'elle, comme si on parlait à un autre humain. On arrive quand même à faire des tâches à une machine en lui parlant naturellement, sans devoir se mettre à son niveau pour arriver à ses fins. Cela renvoie Siri ou Alexa à la préhistoire des robots. Et ça nous ouvre des perspectives. Pourquoi avoir un ingénieur pour coder une requête dans une base de données si la machine arrive à traduire ma demande directement? Sans attendre que l'assistant d'Iron Man Jarvis soit devenu la norme, les outils actuellement disponibles peuvent déjà avoir des répercussions sur beaucoup de métiers. Parmi ces métiers, il y a l'enseignement, le marketing, la création, le développement et le conseil. Par exemple, avec le nouveau Bing, on peut avoir des analyses de marché en 2 clics, comme la matrice force, faiblesse, opportunité, menace, dans la limite de ce qui se trouve évidemment publiquement sur Internet. La collecte et la synthèse des données se comptent désormais en secondes. C'est un tour de force. Dès qu'il y a une transformation de données, les IA comme GPT ont des résultats exceptionnels. Vous pouvez classer des données brutes, par exemple distinguer les mails urgents des autres, transformer un texte en base de données ou faire un résumé de documents contractuels pour mettre en avant les points clés ou les risques. Les personnes vont devenir plus autonomes et plus productives car l'IA les augmente.
À titre personnel, j'utilise beaucoup ChatGPT. Alors pas forcément pour générer des idées ou du texte, mais pour challenger ce que j'ai produit. En fait, j'ai un lecteur disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui n'a aucun état d'âme à me dire que sur telle allégation je n'apporte pas de preuves, ou que sur telle idée cela manque d'audace ou de profondeur. Il faut bien noter qu'en parlant de GPT, il existe de nombreux autres modèles de langage, chacun avec ses caractéristiques propres, et ils sont utilisables de manière sécurisée dans certaines conditions sur les données propres à l'entreprise. Par exemple, un cabinet d'avocats a annoncé déployer une variante de ChatGPT pour gagner en temps d'analyse et de rédaction et sécuriser leur stratégie juridique. Nous allons vivre dans les semaines à venir un changement majeur dans l'accès à l'information. Microsoft et Google se sont jetés dans une bataille que je qualifierais d'épique. On n'en connaît pas encore l'issue, mais c'est bien une recomposition du search et du marché publicitaire qui va avec, qui a démarré. Il y a pas mal de reproches sur la qualité rédactionnelle de ChatGPT, que l'on trouve assez pauvre par défaut. Mais cela fait des années que l'on publie sur internet du contenu pour le moteur de recherche, et non pas pour l'humain qui va le lire. Qui n'a jamais scrollé toute une longue page pour aller directement à l'information à la fin de l'article? Ce contenu, il était optimisé pour Google, et pas vraiment pour le lecteur. C'est ça la vérité. C'est ce que j'appelle la tyrannie du mot-clé, sur laquelle toute une industrie s'est créée, celle du SEO. Cette industrie ne va pas disparaître, mais elle va aussi devoir se réadapter et changer son modèle de pensée. Il est probable que dans le futur, les moteurs accordent plus de valeur à du contenu humain, bien qu'on puisse totalement berner les algorithmes avec les bons prompts de génération. Alors peut-être que demain, ce seront justement les contenus vidéo, avec des vrais humains, comme aujourd'hui, qui seront privilégiés. Pourquoi pas? Mais il y a aussi un risque pour que les résultats synthétisés par les chatbots comme le nouveau Bing intègrent des liens publicitaires, dégradant la qualité des résultats. Google et Microsoft vont devoir trouver la bonne balance, le bon équilibre, car les utilisateurs iront là où la qualité prime. Je vois dans l'IA comme GPT un avantage majeur. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés n'arrivent pas à recruter des cols blancs, c'est-à-dire les métiers d'IA intellectuelle, malgré la demande. Et parfois, elles ne trouvent pas parce qu'elles proposent des bullshit jobs, des emplois débiles où l'on passe des journées sur Excel à faire du copier-coller, à remplir des formulaires administratifs, à mettre à jour des documents projets jamais lus et à produire du pipotron sous PowerPoint. En s'y prenant bien, l'IA peut enfin nous aider à sortir de cet enfer. Mais pour arriver à ce résultat, il faut savoir qu'elles existent et comment les utiliser. Et c'est toute la difficulté qui se dresse devant les entreprises. Les utilisateurs, eux, vont devoir apprendre à maîtriser ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire l'instruction donnée à l'IA. Et j'y vois d'ailleurs une revanche des littéraires. Car si on ne sait pas bien manipuler la langue, on ne pourra pas obtenir de bons résultats. Certains outils qui ont intégré GPT, par exemple Notion ou Jasper, proposent des boutons à cliquer, avec des prompts pré-paramétrés, mais cela reste encore très générique, donc le résultat le sera tout autant. On risque alors d'assister à une nouvelle division entre les collaborateurs, ceux qui savent utiliser l'IA, et ceux qui l'évitent à tout prix. Et évidemment, vous imaginez bien qui va gagner à la fin. Alors on va pas tourner autour du pot. Si un professionnel est plus autonome et peut accomplir des tâches 5 à 10 fois plus vite, cela va supprimer des postes et donc des emplois. L'IA est en plein accord avec les lois du capitalisme, c'est-à-dire la recherche de l'efficience. Ces répercussions vont être très importantes et il va falloir socialement les accompagner. Mais je suis pas certain malheureusement que les politiques en prennent la correcte mesure, mais ça c'est un autre débat. L'IA est là. Et nous sommes face à un choix. Persister, s'adapter ou fuir. Alors vous imaginez bien quel est le choix que je vous propose. La transformation digitale, c'était déjà complexe pour les entreprises, mais l'IA rehausse encore plus le challenge et je trouve ça passionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater et je vous promets que dans les prochaines vidéos, il y aura toujours un humain aux commandes. Allez, à bientôt!